IPX TV est venu à la rencontre de Luc Poirier qui était invité aujourd'hui de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Luc Poirier a mis le nez dans les affaires à 14 ans et il n'en est jamais sorti depuis. C'est aujourd'hui un homme d'affaires millionnaire comblé puisqu'il vit de sa passion et surtout il passe énormément de temps avec sa famille. Puisqu'il est aussi à l'origine de l'idée du pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie, nous allons lui poser quelques questions là-dessus et puis nous allons parler aussi de son livre « Voir grand ». Bonjour Monsieur Poirier, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc j'avais 1 milliard de questions, mais il a bien fallu faire un choix, donc je vais vous en poser seulement quelques-unes pour IPX TV. Je vais commencer par pourquoi Sorel-Tracy, pourquoi le pont, pourquoi ce nouveau développement? Est-ce que vous voyez un potentiel comme l'île Charon? Qu'est-ce que vous voyez dans la région qui vous donne envie de vous investir ici? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la région avec les problèmes de traversier qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans. Puis j'ai dit, il y a sûrement un moyen d'aider la région d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à trouver une solution d'un lien entre la rive nord et la rive sud, donc entre Sorel et Lanoraie. Puis j'ai lancé l'idée de faire un pont, mais pour la première fois, parce qu'on en parle du pont depuis 50 ans, mais pour la première fois, il y a un projet concret avec des études économiques, puis vraiment un plan d'affaires qui se tient. Parce qu'avant ça, c'était juste « Monsieur gouvernement, s'il vous plaît, payez ». Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'apporte? C'est pas ça du tout. Donc, c'est vraiment beaucoup plus évolué que... Donc, aujourd'hui, on a l'espoir d'avoir un pont. Puis, pourquoi le projet domiciliaire résidentiel de construction que j'ai ici? Mais en fait, je m'intéresse à toute la rive sud au complet. Et auparavant, c'était plus région Longueuil, Brossard, tout ça. Mais il y a de moins en moins de terrain. Fait on est obligé d'aller de plus en plus loin. Puis, Sorel, ben, c'est la suite là, de Varennes, Verchères, Contrecoeur. Donc, c'est la suite. Puis, on a acheté un terrain l'année passée, il y a 1 an et demi. Puis là, on a commencé à construire des maisons modèles. Puis on espère que ça va bien aller. On a 450 unités à construire environ. Donc, et c'est une très belle région. Oui, absolument. Bien oui, certainement. Bon, et concernant le pont, puisqu'on sait on en parle beaucoup en ce moment, de quoi auriez-vous vraiment besoin concrètement? Parce que financièrement, c'est pas ça qui vous arrête. Donc voilà, de quoi avez-vous besoin? Depuis le début, c'est moi qui traîne le projet de pont tout seul. Donc, je suis un privé, puis un privé au Québec qui s'adresse à des gouvernements de la fonction publique. C'est mal vu un peu, tu sais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça prend? C'est vraiment que la population, que les 2 MRC de chaque côté, que les chambres de commerce, que les groupes citoyens, que les villes, que l'opposition au gouvernement, que tout le monde travaille dans le même sens pour arriver à un projet commun. Donc, quand, par exemple, la 30, toutes les villes de la Rive-Sud se sont mobilisées, les MRC, les chambres de commerce, puis ils ont réussi à l'avoir, le prolongement de la 30 du côté de Vaudreuil et tout ça. Donc, ça prend un peu la même chose. Ça prend que les gens bougent, les gens se fassent voir, parce que le gouvernement provincial que j'ai rencontré, ils ne sont pas contre, puis ils savent que l'acceptabilité sociale du pont est presque à 100 %. Les gens en veulent un pont. Le problème n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de problème réel comme par exemple le pont Champlain qui s'en allait tomber. Il n'y a pas de gros problème à éteindre. Il n'y a pas un feu là, à bouger rapidement. Comme le viaduc qui a tombé à Laval, par exemple. Ils ont fait tous les viaducs au Québec rapidement. Bien, ça prendrait un peu la pression de tout ce monde-là de la région pour que le gouvernement bouge réellement. Donc, ça pourrait aider grandement parce que là, pour l'instant, je suis tout seul qui se bat. Puis c'est difficile parce que même si j'ai les ressources financières, le gouvernement, au final, il faut qu'il dise oui. Donc, je suis rendu là. Puis entre gouvernement, puis en fait, en corps public, bien, ils vont mieux se parler, ils vont mieux s'entendre. Donc, c'est un peu ça que j'ai besoin. Donc, le message aussi, c'est que les gens... Faut qu'ils que les gens n'hésitent pas. Oui, c'est ça. Bon. Très bien. Je voulais vous poser juste une question dont on a parlé tantôt. Ça concerne en fait le traversier, puisque une fois que le pont sera construit, il n'y aura plus de traversier. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui seront en vélo, à pied, en skidoo ou comment ça va Dans être mon géré? concept d'affaires, effectivement, je demande
qu'il n'y ait plus de traversiers au niveau de l'automobile. Pourquoi? Parce que je veux ces automobiles-là traversent sur le pont. Mais les discussions qu'il y a eu, par exemple, avec la ville de Sorel, c'est qu'eux voudraient continuer un service de traverse un peu comme il y a à l'île de Boucherville, à Longueuil, à Montréal et dans d'autres villes. Je pense au Cône, il y en a une aussi, puis plus dans l'Outaouais également. Donc, un système que les gens pourraient utiliser, soit piétons, cyclistes, comme vous dites, motocyclistes, motoneige, etc. Donc, ça serait plus local. Puis, on pourrait utiliser les services des mêmes qui font à travers le Québec, donc Navarre, qui sont à Verchères, qui construisent eux-mêmes leur bateau, donc pourraient adapter le bateau, le prochain bateau au niveau des quais, par exemple, donc la bonne hauteur pour pouvoir rentrer, la bonne capacité, etc., etc. Et ils sont juste ici à côté, puis ils font déjà ça pour un paquet d'autres villes au Québec. Donc, on a l'expertise, donc pourquoi pas l'utiliser, puis en même temps, ça serait plus bucolique avoir un petit traversier comme ça, plutôt qu'un traversier qui date de 60 ans, qui pue, puis qui n'a pas d'allure. OK. Une dernière question sur le pont. Combien de temps ça pourrait, une fois que le projet, une fois qu'on sera d'accord, tout le monde sera d'accord, combien de temps vous pensez que ça peut mettre pour construire un pont comme ça? Si tout le monde est d'accord, c'est 1 an et demi, 2 ans de préparation. C'est 1 an et demi, 2 ans de construction. Donc, par exemple, si aujourd'hui, tout le monde est d'accord, dans 5 ans, le pont sera effectif? Environ 5 ans. Ouais. OK. Bon, alors je voudrais parler maintenant du livre Voir grand que vous avez écrit et que j'ai lu, qui est très intéressant. Et j'avais des questions à poser parce que j'ai retenu principalement, et vous allez me dire si je me suis trompée, que vous vous précipitez d'abord et que vous réfléchissez ensuite. Oui, ça m'arrive trop souvent. Voilà. Trop souvent. Bon, donc, et pourtant, on ne peut pas vous dire que vous soyez souvent cassé le nez. Donc, ma question était comment vous faites pour... quelle est la petite touche que vous apportez qui fait que, justement, après, vous pouvez rebondir? En fait, j'ai appris que j'aime me mettre dans des situations difficiles, dans des situations qui sont pas évidentes. Puis je trouve que c'est de cette façon-là qu'on évolue, qu'on invente, qu'on est plus créatif, qu'on innove en fait. Puis à chaque fois, exemple, au courant de ma vie, j'ai risqué tout mon argent à plusieurs reprises. Puis j'ai aimé ça faire ça parce que quand tu es en manque d'argent, comme je l'explique dans mon livre et je l'ai expliqué tout à l'heure en conférence, quand tu es en manque d'argent, puis il faut que tu te débrouilles, sinon tu vas faire faillite, mais tu trouves des solutions. C'est pour ça que souvent, la deuxième génération des gens riches, souvent, ils n'avancent pas parce qu'ils ont eu tout cuit dans le bec, ils n'ont jamais eu besoin de se débrouiller puis créer de la richesse, etc. Donc, moi, j'aime me mettre dans des situations compliquées, puis de là, puis pas juste en affaires, là, au personnel également. Quand j'ai fait l'Everest en 2009, un mois avant, j'avais jamais mis de bottes de montagne de ma vie. Là. Fait que je suis certain que dans l'histoire de l'Everest, c'est moi avec la personne avec le moins d'expérience qui a été sur l'Everest, je suis sûr que c'est moi. Là. Un mois avant, là, je m'achetais mes premières bottes. Là. Fait que je me suis mis dans une situation donc d'aller dans l'Everest du côté nord, donc côté beaucoup plus difficile que côté sud. Puis je me suis débrouillé, puis ça a bien été. Là. Oui, ça s'est bien terminé. Ça a super bien été. Puis j'ai appris, je connaissais pas ça, je connaissais pas ce que je m'en allais. Puis il a fallu que je le fasse. J'étais pris, là, j'étais là. Donc c'est un peu ça. Donc j'aime autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. J'adore me mettre dans des situations parce que ça fait qu'on est créatif. On se sent vivant également. Quand j'étais sur l'Everest, là, puis on passe 8 heures par jour à faire fondre la neige pour pouvoir boire. Mais là, tu te rends compte que tu as besoin vraiment de l'eau pour vivre parce que c'est une des places les plus secs au monde, c'est l'Everest, même s'il y a de la neige. Là, c'est une des places. Fait que faut que tu prennes 8 litres d'eau par jour. Fait que tu te rends compte que le soleil, l'eau est tellement important. Puis au niveau du sol, on gaspille l'eau, on s'occupe pas, tu sais. Mais c'est là qu'on se rend compte que l'eau et le soleil est tellement important dans une vie. Fait qu'on sent revivre également. Je vois très bien. Mais vous avez quasiment répondu à ma question parce que je voulais vous demander, mais vous avez donc une sorte de sixième sens qui vous fait vous arrêter avant qu'il y ait une... Vous avez bien cité l'Everest, donc c'est un bon exemple puisque ça ne s'est pas super bien terminé pour d'autres personnes. Ouais. Donc vous avez une sorte de sixième sens, vous direz vous avez un ange gardien. Qu'est-ce qui fait que vous pensez... J'ai pas peur de grand-chose, mais je crois à la vie. La vie qui m'aide beaucoup, puis que j'aide beaucoup. C'est pour ça que je redonne beaucoup dans des fondations, par exemple, ou à des jeunes handicapés, ou tu sais, j'ai une loge au Centre Bell, mais j'invite beaucoup
les écoles qui n'ont pas de sous dans ma loge, ces choses-là. OK. Je redonne beaucoup, mais c'est parce que la vie m'a gâté également. Donc, oui, je remercie en fait souvent. En fait, contrairement à beaucoup de monde, les gens font juste chialer souvent, là, puis, tu sais, les Québécois, on est chialeux, là, un peu comme les Français. On arrive deuxième après vous. Oui, Mais- le deuxième. Ouais, C'est bien ça. précisé. Donc, on est chialeux, peut-être à cause de notre sang latin et tout, mais en gros, la vie est belle, là. On C'est est au vrai. Québec, le Québec est, tu sais, contrairement à d'autres régions du monde, on est en sécurité, on est la seule place réellement 4 saisons dans le monde. Tu sais, tout ça, tu sais, on est bien, là, on est bien. Fait que faut arrêter de chialer, malgré que, tu sais, c'est comme moi, quand j'arrive près de Montréal, je vois Montréal, mais Montréal est tellement beau de la Rive-Sud, là, tout est illuminé, c'est incroyable. Mais on se rend pas compte des beautés comme ça. Mais quand on voyage, on se rend compte que c'est beau ailleurs, mais quand je reviens, je dis « Wow, c'est beau ici aussi. » C'est là. ça. Bon, et puis c'est un beau message d'optimisme. Et je voulais vous parler des femmes de votre vie qui ont une place vraiment prépondérante en lisant le livre puis en vous voyant en général. Votre mère en premier lieu, votre conjointe et puis votre fille. Et moi j'ai j'ai toujours une question un peu spéciale à IPX TV. Et puis celle-là c'est si vous étiez une femme. Oui. Alors, peu importe, vous seriez qui? Elle peut être anonyme, elle peut être connue, ça peut être n'importe qui de votre entourage. Qui auriez voulu vous être et pourquoi? Ben, ça aurait été une femme révolutionnaire, un peu. Ben, je pense que je suis révolutionnaire dans ma façon d'être en général. Puis, peut-être, exemple, on a parlé dernièrement, en fin de semaine, c'était le marathon. Mais la première femme qui a fait le marathon de Boston quand c'était Oui. impossible, Et illégal. déguisée en Ouais, c'est homme. ça, illégal de faire ça, qu'elle a été Arrêtée. arrêtée Ouais. et ils l'ont mis dehors. Puis aujourd'hui, c'est une personnage public à Boston et tout, mais c'est ce genre de personne-là, de femme-là que j'aurais été dans le passé si ça avait été le cas. Là. Vous auriez voulu être une femme ou... Question piège. Bonne question. Non, parce que une fois par mois, c'est pas le fun. Bon, alors ça, c'est quand même un des entretiens les plus drôles. J'aimerais qu'on reparle du livre, donc Voir grand. Je trouve que le titre est vraiment très révélateur. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de messages optimistes qui passent dans ce livre. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, beaucoup d'exemples en fait de qu'est-ce qui m'est arrivé. Et non, souvent dans les livres ou dans les conférences, c'est souvent des preachers qu'on appelle. Donc, ils disent, mettons, travaille fort, vas-y avec ton cœur, suis ta passion. Mais moi, je dis ça, mais avec des exemples concrets. Puis j'ai un sous-titre qui s'appelle Leçons d'affaires, de vie, de liberté, qui est très important. C'est pas juste un livre d'affaires, c'est vraiment un livre de vie, de liberté. Puis moi, mon rapport, on me demande souvent, l'argent pour toi, c'est quoi? Ben moi, l'argent pour moi, c'est liberté. Oui, vous l'avez dit. Liberté, puis c'est bien important parce que ça me permet, l'argent, de passer 4 mois par année avec ma famille en vacances, ce qui est rare pour un entrepreneur, c'est très rare. Puis ça me permet aussi, exemple, ma petite fille est malentendante. Ça me permet d'y acheter les meilleurs appareils. Puis, vous donner un exemple, c'est la seule qui a gradué dans une école régulière. Pourquoi? Parce qu'on lui a payé les meilleurs spécialistes, on lui a payé également les meilleures orthophonies, les appareils, etc. Puis, on a du temps aussi pour l'aider, tu sais. On n'est pas les deux qui travaillent, puis tout ça. Fait que ça aide, là. Puis tout ça, c'est l'argent, c'est mon rapport à l'argent qui est la liberté. Il n'y a rien de plus important dans la vie que liberté. Puis l'argent permet de ça. C'est ça. Fait que quand les gens disent on est heureux même si on n'a pas d'argent, oui, mais tu n'as pas la liberté. Là. Tu sais, si un jour, là, mettons, tu ne veux pas rentrer travailler parce que tu te sens faible le matin, parce que tu es malade, ben moi, je ne rentre pas travailler. Là. Je cancelle mes meetings, puis c'est tout, là, ça finit là. Tu sais, exemple, mes enfants, quand ils étaient malades, ben, on prenait l'avion, on allait en Floride. Le lendemain, ils n'étaient plus malades, on revenait. Mais rester ici, quand ils ont la grippe, l'hiver, ça aurait duré 10 jours. Mais c'est ça que ça apporte. C'est pour ça que c'est pas juste à faire. C'est vraiment. Puis des vies, ben, j'ai un paquet d'exemples dans mon livre c'est des exemples de la vie en général qui fait que les gens vont en lisant, vont sortir grandis après l'avoir lu.
Sur ce mot de fin, j'aimerais rajouter, vous parlez de ça. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas être millionnaire comme vous, ça va de soi. Mais je trouve qu'il y a une leçon qui passe quand même dans ce livre, puisque moi, je l'ai fait lire à mon fils, qui vient d'avoir 14 ans hier. Et je lui ai fait lire, il a trouvé ça intéressant, parce que je trouve que c'est une leçon de... Je tombe, je me relève. Oui, je tombe, je me relève. Et puis, il y a autre chose, c'est que vous vous levez le matin avec une passion. Et je pense que ça, vous dites, il faut vraiment le transmettre aux jeunes, je pense, aujourd'hui, puisque vous êtes vous-même père, donc vous savez, voilà. Donc vous savez que cette transmission de passion est vraiment importante. Et moi, c'est ce que j'ai retenu vraiment en dehors du fait d'être millionnaire, mais je vais quand même essayer à partir de demain. Mais en dehors de ça, j'ai retenu que vraiment vous avez une passion et que tous les matins, vous vous levez avec l'idée de réaliser cette passion. Je pense que c'est important. Ben, en fait, la passion, je pense que pour un entrepreneur, c'est la qualité numéro 1. Mm-hmm. Parce que quand on est passionné, on ne regarde pas nos heures. Puis moi, quand j'ai parti en entreprise, quand j'ai commencé à vendre des cartes de hockey, c'est pas parce que je me suis pas dit je vais faire de l'argent. C'était ma passion à l'époque. Puis à 16 ans, quand j'ai commencé à vendre des casquettes, des chandails, ben moi, j'écoutais la musique rap, puis il commençait à s'habiller de même, et je commençais à m'habiller comme ça. Donc, c'est une passion aussi. Puis par la suite, les BBS, donc l'informatique, ben moi, j'étais un petit nurse à l'école, puis j'aimais l'informatique. Donc, c'est une passion. Donc, si tout le monde, puis ça soit vrai pour un entrepreneur ou quelqu'un qui travaille fonctionnaire pour le gouvernement, s'il a travaillé toute sa vie avec passion, ben, sa vie, il va être heureux toute sa vie, premièrement. Il va le répercuter dans sa vie personnelle, donc à la maison avec sa femme, ses enfants, puis il va avoir réussi sa vie. C'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de réussir ta vie avec ton compte de banque, là. Réussir sa vie, c'est d'être heureux dans qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu fais, et il faut que tu sois passionné. C'est ça, c'est la base. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Merci puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, je nous souhaite aussi pour Sorel Tracy plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Une bonne chose. Au revoir. Merci.